Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, l'opposant historique Étienne Tshisekedi est de retour à Kinshasa. Son fils, Félix Tshisekedi, s'est exprimé suite à cet événement. Vous l'entendrez dans cette édition. Au Bénin, le gouvernement lance un programme pour résoudre le déficit énergétique que traverse le pays. Ce projet devrait fournir de l'eau et de l'électricité sur tout le territoire national. Et puis au Burkina Faso, les autorités veulent améliorer l'accès à l'eau potable. Un conclave sur l'assainissement de l'eau a été organisé pour trouver des solutions efficientes. L'opposant historique Étienne Tshisekedi est de retour à Kinshasa. Après 2 ans d'exil pour des raisons médicales, le président de l'UDPS a atterri ce mercredi 27 juillet en République démocratique du Congo. Le chef de file du rassemblement de l'opposition, créé en juin 2016 en Belgique, devrait prendre part aux travaux préparatoires amorcés en vue du dialogue national. Je vous propose d'écouter à ce propos le secrétaire général des relations extérieures de l'UDPS. Il faut s'attendre à ce que maintenant on puisse compter avec Étienne Tshisekedi comme acteur actif et non plus passif à cause de la maladie. Il est guéri, maintenant il est de retour. Le problème qui se pose, c'est de la facilitation. Vous savez déjà, M. Kodjo, malgré le respect qu'on lui doit, avait été choisi sans nous consulter. Mais par respect pour l'organisation africaine, nous avons accepté de prendre langue avec lui à plusieurs reprises. Nous avons eu des séances de travail et nous lui avons indiqué clairement quelle était notre position. Or, ces derniers temps, nous avons l'impression que M. Kodjo agit unilatéralement parce que ce dialogue, enfin cette commission préparatoire a été convoquée unilatéralement par lui et en plus à une date que nous trouvons suspecte. Nous avons un grand meeting le 31 juillet. Le pouvoir, le camp d'en face, organise déjà son rassemblement le 29 et M. Kodjo s'intercale entre le 29 et le 31 en appelant la classe politique à cette commission préparatoire, comme s'il y avait une manœuvre de distraction, une tentative de distraction. Au Gabon, tous les yeux sont désormais tournés vers la Cour constitutionnelle. Plusieurs candidats à la présidentielle du 27 août 2016 avaient déposé un recours le 18 juillet 2016 devant cette institution pour tenter d'invalider la candidature du président sortant, Ali Bongo Ondimba, une demande fondée sur le contentieux concernant l'acte de naissance du chef de l'État. Un reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Malgré la validation de la candidature du président sortant Ali Bongo Ondimba par la Commission électorale nationale autonome et permanente CENAP, la question fait toujours débat à Libreville, notamment à la Cour constitutionnelle. Au sortir de la marche de l'opposition dispersée par la police le 23 juillet 2016, Léon-Paul Ngoulaki a fustigé l'attitude des forces de l'ordre et réitéré sa volonté aux côtés des autres à tout mettre en œuvre pour invalider la candidature du président sortant. Lorsqu'on se présente à des élections présidentielles, il y a des lois. Lorsqu'une candidature ne remplit pas les conditions prévues par la loi, qu'est-ce qu'on fait? On dit le droit. La candidature de M. Ali doit être invalidée parce qu'elle ne respecte pas les dispositions constitutionnelles. Si M. Ali avait présenté une candidature des dossiers conformes aux lois et règlements de la République, on ne serait pas au recours à la Cour constitutionnelle. Je suis candidat pour le Gabon, pas contre Ali, pour le Gabon. Le président de la République, candidat à sa propre succession pour sa part, a invité ses adversaires politiques qui contestent l'authenticité de son état civil à se rapprocher des juridictions françaises et congolaises qui ont clairement dit que l'acte était inattaquable. Parce qu'il posait la question à François Hollande, est-ce que l'acte de naissance d'Ali Bongo Ondimba est un véritable acte ? Et la réponse de l'Élysée a été claire en disant que cet acte de naissance, il est irréfutable et inattaquable. Si vraiment ils disent que c'est faux, ils n'ont qu'à avoir le courage d'attaquer l'État français. Il faut qu'ils attaquent l'État français pour dire que l'État français a donné un faux.
Léon-Paul Ngoulakia, le patriote républicain comme l'appellent ses partisans, fait partie de ces leaders politiques qui ont été dispersés par les forces de l'ordre le 23 juillet 2016 lors de la marche pacifique de l'opposition. Précisons que la validation du dossier du candidat Ali Bongo Ondimba fait actuellement l'objet de recours à la Cour constitutionnelle. Et avec nous dans cette édition, nous recevons M. Abel Mbombe Nzondou, candidat indépendant à la présidentielle gabonaise du 27 août 2016. Bienvenue, monsieur. Merci, madame. Alors, la Cour constitutionnelle est l'ultime recours pour invalider la candidature du président sortant, Ali Bongo Ondimba. Alors, que représente, selon vous, la validation ou non de sa candidature ? Écoutez, en ce qui me concerne, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2016 pour des raisons simples. Sortir les Gabonais de leur gouffre. C'est ce qui est important aujourd'hui. S'il y a des Gabonais comme moi et des candidats comme moi qui estiment que la situation de M. Ali Bongo au niveau de sa paperasse pose un problème, en ce qui me concerne, il suffira tout simplement de réunir pour pouvoir bien attaquer le président Ali Bongo Ondimba aujourd'hui. Alors, pour moi, j'estime en toute âme et conscience que n'ayant pas certains éléments pour pouvoir attaquer M. Ali Bongo au niveau de ce que nous appelons ici le parquet, parce que c'est le parquet qui est la juridiction compétente à la matière de faux, usage de faux. Puisque je n'ai pas, moi, ce genre d'éléments, je ne peux pas aujourd'hui, moi, m'attaquer à la candidature de M. Ali Bongo Ondimba. Mais simplement qu'en date il n'y a pas longtemps, j'avais organisé une conférence de presse à l'hôtel Méridien Rindama, où d'ailleurs, en me prêtant au jeu des questions-réponses, j'avais simplement posé un problème que si on nous apportait le certificat d'adoption qui fait en sorte que M. Ali Bongo Ondimba soit adopté par une famille gabonaise, je pense que les Gabonais pouvaient compter sur moi pour sortir M. Ali Bongo du palais présidentiel. Maintenant, pour moi, le problème ne se posant pas, il ne faut pas que les gens aient peur. Moi, je suis prêt à battre M. Ali Bongo à cette élection présidentielle. Je ne sais pas pourquoi les gens s'organisent. Non, je dis, permettez-moi, madame, j'ai comme l'impression qui sont beaucoup plus dans la discussion de l'héritage. Vous faisiez partie, il y a un an de cela encore, de la majorité présidentielle. Ce que je voudrais dire, c'est alors, pourquoi avoir quitté justement cette majorité et que reprochez-vous à l'exécutif, en fait? Ce que je voudrais d'abord vous dire, simplement, c'est que je ne fais pas partie des héritiers de M. Albert Bernard Bongo, El Hadj Omar Bongo. Nous l'avons bien compris, mais vous faisiez partie de la majorité présidentielle il y a encore un an. Non. Alors pourquoi avoir quitté cette majorité présidentielle pour vous présenter en candidat indépendant? Je me retrouvais dans un parti politique qui n'a pas des ambitions présidentielles, tout simplement. Donc vous avez décidé de vous présenter en candidat indépendant? J'ai décidé de me porter candidat. Alors si vous voulez bien, on va venir sur votre projet de société, Ma Vision du Gabon. C'est un projet plutôt ambitieux parce que vous prévoyez un Gabonais pour un emploi. Alors comment comptez-vous y parvenir, sachant qu'il y a quand même environ 30% des jeunes, de la population jeune gabonaise qui est touchée par le chômage? Vous savez, la question du chômage chez nous est un problème posé de façon complexe. Qui chôme? Est-ce qu'on a pu former les gens? Est-ce qu'on a véritablement octroyé dans notre budget un pourcentage pour pouvoir dire voilà, nous allons mettre 30% de notre budget pour pouvoir former les Gabonais. Merci M. Mbombe, nous arrivons à la fin de cette interview. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie et je vous remercie infiniment. Merci à vous. Rassurer les populations sur la résolution de la crise énergétique avant fin 2016, c'est l'objectif du ministre d'État béninois en charge du plan et du développement. Abdoulaye Biotchane a annoncé le lancement d'un important programme en réponse au déficit énergétique que traverse le pays depuis peu. Les explications de Marcel Farba-Maroun. Au Bénin, un peu plus de 4 mois après l'accession au pouvoir d'un nouveau régime, le secteur énergétique devrait connaître un changement considérable. Profitant d'un passage devant les journalistes, le ministre d'État en charge du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane, s'est exprimé à ce sujet.
S'il a énuméré les réalisations faites par le gouvernement depuis cette période, Abdoulaye Biotchane n'a pas manqué de reconnaître le déficit énergétique auquel le Bénin est confronté, tout en annonçant le lancement d'un important programme. Nous allons lancer dans quelques jours un programme que nous appelons Énergie et eau pour la vie avec un objectif plus ambitieux qui sera de fournir de l'eau et de l'électricité en même temps dans l'ensemble de nos communautés villageoises. Dans tout notre pays, alors, nous serons en mesure de donner un peu plus d'électricité à nos compatriotes. Cette action va couvrir bien sûr l'électricité à travers la SBEE, mais aussi dans les villages et dans nos différentes communautés, avec l'énergie renouvelable. La réalisation du programme Énergie et eau est prévue d'ici la fin de l'année 2016. Il couvrira l'électricité à travers la Société béninoise d'énergie électrique, mais aussi dans les villages et dans les différentes communautés, avec l'énergie solaire et l'énergie renouvelable, selon le ministre Abdoulaye Biotchane. Un programme, selon les observateurs, qui devrait avoir un impact positif sur l'économie du Bénin. Il arrive des semaines entières maintenant où c'est à peine quelques minutes, maximum 1 heure de temps de délestage qu'on connaît. Ce qui ne fut pas le cas dans un passé de ça, où on passait 48 heures sans d'électricité. Donc la promesse du nouveau gouvernement de tourner définitivement le dos au délestage, aux coupures électriques d'ici à fin décembre 2016. Je suis très optimiste par rapport à ça. Le déficit énergétique est l'une des problématiques majeures au Bénin. Les autorités assurent la résolution du phénomène de délestage d'ici la fin de cette année 2016, mais aussi la couverture de la consommation locale d'ici fin 2018. Le droit d'accès à l'eau et à l'assainissement, c'est le thème du premier conseil d'administration de l'année tenu par le ministre de l'eau et de l'assainissement au Burkina Faso. Ce conclave qui s'est déroulé les 25 et 26 juillet à Ouagadougou avait pour ambition de répondre à cette question. Quelle contribution efficiente des programmes post-2015 ? Birama Saonera. Visionnement en eau potable, voici l'un des objectifs majeurs du gouvernement burkinabé. Cette denrée de première nécessité n'est pas à la portée de tous. En 2015, les résultats enregistrés en matière d'approvisionnement en eau potable en milieu rural sont de 65% contre 64,1% en 2014. Pour le milieu urbain, le taux d'accès à l'eau potable est de 89,9% contre 87% enregistré en 2014. Le Burkina Faso est un pays, comme on le dit souvent, très je pense que ça va durer 6 minutes. De façon naturelle et normale. Mais vraiment, c'est quelque chose d'intéressant. Les gens n'ont pas un bon accès à l'eau, aussi bien en quantité et qu'en temps réel. Alors, ceci dit, le gouvernement a mis en place un certain nombre de stratégies et de plans d'action qui ont permis effectivement d'améliorer le taux d'accès et le taux de dessert de l'eau. Depuis le lancement du programme présidentiel d'urgence en eau potable en mars 2016 par le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, 409 forages neufs sur 1153 prévus ont été réalisés. 156 sur 200 des forages ont été réhabilités. Le taux global d'exécution de ce programme est évalué à 35%. C'est pratiquement en fin juin, sur le terrain, les premiers ouvrages ont commencé à être exécutés. Aujourd'hui, on est à peu près à 35% du taux d'exécution. Le programme eau potable et assainissement comprend plusieurs compartiments. À 2-3 mois d'exécution, on a déjà atteint un taux comme ça. Pour ce qui est de la tranche annuelle, ça laisse espérer qu'en fin décembre 2016, on a beaucoup de chances de boucler à 100% la plupart des composantes annuelles 2016. Malgré des efforts constatés dans l'approvisionnement de l'eau potable, de nombreux défis restent à relever, parmi lesquels la mobilisation, la gestion, la préservation et la valorisation durable des ressources en eau. Le ministre de l'eau et de l'assainissement compte faire de sorte que l'objectif zéro corvée d'eau pour tous soit une réalité dans le pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.